Non, mais attendez, il ne voit pas. Regardez, elle se promène avec la banane. Eh oui, Big Banana Radio, sans banane, ce serait comme un kiwi sans poil. Exactement. Alors, on vous écoute. Alors déjà, d'où venez-vous Isa Getz. D'où je viens? Ah, le Alors, petit accent et tout quand même. de cette terre, hein, peuplée Terre par, nantaise non pas terre nantaise, terre, hein, qui est peuplée de 7 milliards de gens, dont beaucoup travaillent dans l'entreprise et beaucoup n'est pas se lever le matin et y aller, quoi. Donc ça, c'est une des questions qui Ou m'a turlupine. préoccupé. Alors, Pas du turlupine, mais quand... qui me préoccupe, c'est quand même assez sérieux que les gens ils passent la grande majorité de leurs heures de vie Au travail. et sans être heureux, quoi. Je sais pas combien de temps de notre vie on passe au travail d'ailleurs. Énormément. Bah, si vous Énormément, comptez, hein. en tout cas les heures réveillées, hein, les heures réveillées, si vous comptez, vous allez voir, il faut comme dormir, et il faut manger le soir, etc. Donc ouais, les gens ils rentrent à 18h, à 19h, qu'est-ce que leur reste, hein, le matin ils se lèvent, ils vont au travail. Vous êtes heureux? Bon, c'est pas, je ne suis pas là pour ça, hein, mais a priori, je suis content de ce qui se passe ici aujourd'hui dans ce campus des entreprises libérées. Je suis très content, effectivement. Vous avez eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une histoire? Un jour vous êtes dit, paf, il faut libérer les entreprises. Est-ce qu'il y a eu une rencontre, une personne ou un moment où vous avez eu un Non, déclic? je ne me suis pas dit il faut libérer les entreprises parce que ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas dans la position, c'est que des leaders des entreprises, des patrons qui peuvent le faire. Mais en revanche, il y en avait quelques déclics qui m'ont fait que je me suis posé cette question. Donc, c'est des expériences que j'ai vues parce que j'ai aussi un doctorat en psychologie et j'étudie les comportements, je les observe. Et il y a une expérience que je me rappelle, une fois j'étais dans une station de ski et je vois au self un père avec ses deux fils et puis tout d'un coup il pointe la main vers une fillette qui porte un plateau avec de l'eau minérale et il dit tiens, il va encore renverser la bouteille. Et puis cette fillette entend son père, elle trébuche et la bouteille tombe. Quand je vois ça, je me dis, mais elle va se retrouver dans 10 ans dans l'entreprise. Combien de risques va-t-elle prendre? Combien d'initiatives va-t-elle prendre toute sa vie? Et y a-t-il des entreprises qui peuvent accueillir des gens qui auront des parcours, histoires difficiles, parfois compliquées, et faire d'eux des moteurs de leur propre vie de l'entreprise? Donc ça, c'est des choses qui effectivement me faisaient ce déclic de chercher des entreprises comme ça. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est j'ai vu des entreprises comme ça. C'est-à-dire, je ne me suis pas rendu encore qu'ils sont comme ça. Mais quand le patron de l'entreprise, le numéro 2, vous dit finalement je ne fais pas grand-chose ici et je ne sers pas à grand-chose. Donc bon, vous attendez voir et puis il vous amène dans l'atelier, je me rappelle en Belgique, et puis il dit regardez, on reprend quelqu'un au hasard, puis il passe à côté d'un opérateur, il dit bah, le tabouret là que vous avez mis, ça ne va pas du tout. Hein. Et le gars, même sans le regarder, C'était bizarre ce tabouret. Non, il a pris au hasard, quoi, comme ça, pour l'embêter le gars. Et le gars, il a dit mais ce tabouret, il me va très bien. Hein. Puis il continue, il ne me regarde pas, il ne parle pas. Donc voilà, il se retourne vers moi, il dit, tu voyez, de toute façon, ils ne m'écoutent pas, quoi, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc quand vous voyez des exemples comme ça, vous dites, mais c'est quoi l'organisation, comment ça fonctionne, c'est comment ils ont arrivé à ça, que finalement, réellement, les gens, ils se sont appropriés leur travail, leur façon de faire, et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà, à partir de là, effectivement, c'est tout un travail de recherche, de comprendre ça, de faire des choses. Voilà. Et est-ce que c'est vous qui avez inventé le terme d'entreprise libérée? Moi et mon co-auteur, oui, parce que dans notre ouvrage américain, qui d'abord est paru aux États-Unis en 2009, on Comment l'appelait vous l'avez dit en anglais? Freedom Incorporated, Freedom Inc. Donc on peut dire liberté et ça, mais liberté et ça ne sent pas bon en français. Donc l'entreprise libérée, parce qu'on utilise aussi ce terme-là, hein, Liberated Company, c'est-à-dire l'entreprise libérée. Et du coup, ça a entré comme ça dans le langage en français, l'entreprise libérée. Et finalement, ça a plu à des gens et c'est utilisé maintenant. Et est-ce qu'il y a beaucoup de Freedom Inc. Aux États-Unis? En comparant le pays dans lequel il y a, en termes absolus, mais aussi relativement, évidemment, le plus, c'est en France et le pourtour, c'est-à-dire Belgique, voilà, maintenant en Suisse un petit peu. Et voilà, et ça, c'est pas un hasard, c'est pas parce que les Français ils sont plus ou moins, etc., que les Américains ou d'autres pays, parce qu'il y en a aussi aux États-Unis, en Angleterre, au Brésil, etc., il y en a d'autres pays, mais ici en France, il y a un vrai mouvement.
La preuve que vous êtes là aujourd'hui et qu'il y a 500 places dans ce campus où les entreprises libérées parlent de leur expérience. Et ils sont partis en 3 jours, ces 500 places. Il y en a qui sont frustrés. Dans 200, il y en a la liste d'attente incroyable. Donc pourquoi en France? Parce qu'on s'est posé cette question, effectivement, moi et mes quelques amis. Si c'est tellement magnifique, tellement beau, je veux dire, les gens ils sont contents d'aller au travail. En plus, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. En plus, donc les entreprises sont beaucoup plus performantes. Ben, pourquoi il n'y en a pas plus? Et donc, on s'est posé cette question-là et on a compris que c'est la peur du changement. Non, si vous voulez, ça ne peut être lancé, ces transformations, que par les leaders. Que ces leaders-là l'ont fait dans le passé, chacun dans son coin. Mais vous imaginez quand vous devez tout inventer, parce qu'il faut inventer, si vous voulez, créer un mode d'organisation qui est complètement le contraire ou différent de ceux qui existent partout. Le modèle traditionnel, ce que j'appelle la hiérarchie bureaucratique. Quand vous nécessairement créez quelque chose, vous inventez vous-même, vous inventez une forme de journalisme ou de radio qui est complètement différent. On fait des erreurs, on essaie quelque chose, ça ne marche pas, on recule. Donc, ça prend longtemps, il n'y en a pas tous qui réussissent, etc. Donc on a dit, est-ce qu'on peut effectivement aider cette ressource rare qui est ce leader qui veut effectivement transformer et de mettre à disposition un écosystème. Donc en France, cet écosystème existe, c'est-à-dire on peut effectivement mettre en contact des gens qui allent visiter, qui s'inspirent, qui lisent, qui assistent de séminaires, même un événement comme ça fait partie de l'écosystème. Et du coup, pour un patron isolé, vous imaginez à Vesoul ou en Vendée ou quelque part, c'est beaucoup plus, je ne dis pas simple, mais quelque part beaucoup plus facile d'une certaine manière de tenter des choses parce que voilà, il a compris, il a vu le sens de ça. Voilà. Et donc ils avancent plus en sérénité et il y en a beaucoup plus qui se lancent. Et c'est peut-être plus simple pour les jeunes du coup de créer des entreprises libérées. Non? Alors ça, c'est encore un autre débat. Si vous voulez, les jeunes aujourd'hui, ce qu'on appelle génération Y, il y en a un... on est même passé à l'autre lettre, on ne sait pas trop, je crois. Là. Z, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, les Y ou Z, ils sont dans le rejet de l'autorité, le rejet de dictat du papa, quelque part. Tu viens ici, tu mets là-bas et tu fais comme ça. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, effectivement, ils ont envie de beaucoup plus aujourd'hui de prendre leur vie en main, c'est-à-dire de se lancer dans les entreprises. Maintenant, les contraintes macroéconomiques ne sont pas, par exemple en France, elles sont extrêmement simples et propices pour la création d'entreprises. Il y en a des pays dans lesquels c'est plus simple à faire. N'empêche que c'est vrai qu'il y en a certains, j'ai encore une étudiante à moi toute récente qui a suivi mon cours sur l'entreprise libérée, etc., qui a travaillé comme beaucoup des étudiants de grandes écoles dans les cabinets, grandes structures, etc., et puis qui les a quittés parce qu'elle ne pouvait plus, et qu'aujourd'hui elle travaille dans une start-up et elle lance déjà son propre entreprise. Et elle dit en revanche, dans mon entreprise, bien sûr, je fais une entreprise libérée. Parce qu'il ne se voit pas travailler autrement. Et est-ce que, parce que quand on commence à être une entreprise libérée, c'est difficile de faire demi-tour. Est-ce que vous connaissez des entreprises qui ont fait cette démarche et qui, plouf, dommage? Non, demi-tour, on ne peut pas faire parce que si vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire demi-tour? Si vous croyez en ça, si vous dites que l'homme est digne de confiance et que les gens ils ont des talents, que les gens aspirent à la liberté d'action plutôt que de diriger, vous n'allez pas dire demain, attendez, je change d'avis parce que je ne crois pas à tout ça, arrêtez, je me suis trompé. Donc bon, c'est un peu quand même particulier. Je veux dire, je pense qu'un monsieur comme ça, il doit se soigner parce que finalement, on ne change pas des valeurs, ce qui est le plus profond de nous-mêmes, du jour au lendemain. En revanche, il y en a effectivement des entreprises et des patrons qui se sont lancés et ça n'a pas fonctionné. Et la raison principale en est l'ego du patron. Quand l'ego du patron est important, il ne pourra pas de manière authentique faire confiance à des gens parce qu'il se pense fondamentalement à l'intérieur de lui-même d'être le plus intelligent. Donc comment vous allez demander à quelqu'un de dire écoutez, je n'ai pas de solution et vous avez la solution. C'est vous qui êtes plus intelligent parce que vous faites. Première chose, et deuxième chose, il voudra faire connaître à la terre entière, parce qu'il a un ego, qu'il est libérateur, qu'il a lancé ça, etc. Et donc c'est la pire conjoncture des choses. Il y en a d'un côté des annonces, et de l'autre côté, ils ne sont pas suivis des faits. Et donc il faut faire le contraire. Il faut parler moins et agir plus.
et dans la cohérence. Est-ce que vous, quelle est l'entreprise libérée qui vous impressionne? Est-ce que vous en avez une en particulier? Ou un leader qui vous a impressionné? J'ai étudié beaucoup d'entreprises dans mon livre, mais parmi ces entreprises-là qu'on appelle de deuxième génération, effectivement, on est à Nantes. Et je pense que ce qu'a fait Alexandre Gérard dans l'entreprise Chronoflex, du groupe Innovon, c'est impressionnant parce que Alexandre est là justement s'appuyant sur beaucoup de certains exemples, etc. Et s'est nourri et tout ça, mais n'empêche qu'ils ont construit leur propre chemin. Et ils ont globalement posé le socle de l'entreprise libérée en espace de 5-6 mois, à tel point qu'il est parti pour un an faire le tour du monde. Et ça a fonctionné. Donc c'est comme une... Il gérait à distance? Non, il gérait rien du tout. Il faisait son tour du monde avec sa famille. Voilà, en étant bien sûr dans les réseaux sociaux de l'entreprise, etc. Mais il a créé l'entreprise qui s'est pris en main et qui a fonctionné pendant 12 mois où il a visité des dizaines de pays avec sa famille. Voilà. Et est-ce que dans 50 ans, 60 ans, 70 ans ou je ne sais pas combien d'années, est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez que, voilà, quand je serai vieille, mais je serai trop mignonne quand je serai vieille. Est-ce que vous pensez que toutes les entreprises seront libérées? Non, je ne pense pas du tout, hein, parce que effectivement, il y a quelqu'un qui est on peut dire un des pères fondateurs de cette pensée qui s'appelle Douglas McGregor et qui a écrit ce livre sur le côté humain de l'entreprise, Human Side of Enterprise, où il a parlé de théorie X, donc l'entreprise traditionnelle, et théorie Y, l'entreprise qui, on aurait dit, très très proche de ce qu'on aujourd'hui considère l'entreprise libérée. Et il a dit, dans 10 ans, il n'y aura plus. Mais en réalité, il faut comprendre, hein, encore une fois, je répète, que la transformation, elle est chaque fois unique et elle est lancée et incarnée surtout par le leader. Et il n'y en a pas tant de leaders. Hein. Les gens qui sont les patrons d'entreprise, ils ne sont pas nécessairement les leaders qui vont transformer ou qui peuvent transformer l'entreprise. On en a parlé, question d'ego, question de valeur, il y en a plein de choses. Donc c'est plutôt une ressource rare, pas seulement dans l'entreprise, en politique aussi. Hein. Des vrais leaders, il n'y en a pas tant. Et donc si on avait en revanche au sommet des entreprises des gens effectivement qui ont ces fibres-là, a priori, il n'y a pas de raison qu'on fasse ça. Et pas seulement entreprise, attention, hein, ça peut être des organismes, il y a des ministères en Belgique, ça peut être école, ça peut être l'armée, il y en a des unités militaires qui le font. Partout où les êtres humains travaillent ensemble, des rédactions et de journalistes. Il y a partout où les gens travaillent ensemble, ils peuvent travailler ensemble sur les bases de l'entreprise libérée, cette philosophie, ou s'organiser en hiérarchie. Voilà. Très bien. Et vous êtes un homme libéré? Être un homme libéré, c'est pas assez facile. Oui, mais c'est pas le sujet. C'est encore une fois. Je sais, c'est autre chose. Je sais qu'il y a un certain nombre de journalistes et ils veulent poser des questions personnelles. Mais oui. Et je pense qu'on peut poser des questions personnelles, Juliette. Hein, je ne sais pas Roméo du tout. Oui. Alors, mais je pense qu'il faut le poser à ceux qui sont des héros de libération, c'est-à-dire des patrons. Et comprendre quel type de leader ils sont. Vous avez inspiré quand même. Là, il y a plein de... Mais bon, donc ce qui est intéressant, peut-être, c'est pas tellement ce qui est moi, mais ce que je véhicule comme message. Effectivement, j'ai fait tout ça pour les inspirer, pour susciter justement cette question-là. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup de leaders dormants. Beaucoup des personnes qui ne se... Comment on peut dire, pas en question? Non, c'est pas ça. C'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'on peut faire autrement. Et donc, quand ils lisent ça, quand ils voient ça, quand ils viennent ici, ils disent, mais finalement, c'est moi, hein, ça correspond à ce que moi je suis. Et j'ai jamais cru, que je souffre moi le premier, hein, d'être dans cette posture. Comme il y en a un qui m'a dit, chaque fois j'ai visité dans une grande distribution, visité un magasin, et j'ai toujours l'impression que tout le monde attend de moi que je dise quelque chose d'intelligent. Quelle pression, quel stress, etc. Mais une fois que j'ai compris que j'ai pas besoin d'être plus intelligent, du tout. Et au contraire, je respecte leur intelligence, leur savoir, leur connaissance. Etc. Donc à partir de là, il y a une sorte de, on peut dire presque comme s'ils voient une lumière, hein, on peut le dire. Hein. Et puis ils se disent, mais pourquoi pas moi, hein, moi je peux aussi organiser le travail de cette façon-là. Voilà ce que je fais, j'essaie de les inspirer. Est-ce que vous travaillez sur un autre sujet ou pas? Ouais, je travaille sur un autre sujet aujourd'hui. Un autre sujet de recherche qui est un peu connexe mais assez différent quand même. Voilà. Vous ne pouvez pas en dire plus?
Si, ça s'appelle le nom de code de ce projet, s'appelle l'entreprise de l'autre. De l'autre? De l'autre, c'est-à-dire pas d'elle-même, l'entreprise qui ne s'est pas tournée vers elle-même ou ses actionnaires ou ses dirigeants, mais vers toutes ces autres personnes, hein, pas juste partie prenante comme on appelle, parce qu'il y en a des personnes partout. Hein. Le client aussi c'est une personne, le fournisseur c'est une personne. La communauté dans laquelle on vit c'est aussi une communauté des personnes. Donc on peut les instrumentaliser pour ses propres intérêts ou on peut les traiter comme étant des personnes à part entière. Donc je travaille sur ces pratiques-là. D'accord, très bien. Voilà, merci beaucoup, monsieur.